tous et merci à vous, téléspectateurs de KTO, de nous rejoindre pour ce dernier mardi des Bernardins de la saison. En juin 2010, à Bordeaux, s'est tenu le 106e congrès des notaires français. Ils se réunissaient autour d'un thème de réflexion: couple, patrimoine, les défis de la vie à deux. Et à l'issue de ce congrès, les notaires ont formulé des propositions juridiques concrètes destinées à améliorer la vie des Français. Ce soir, nous sommes en compagnie d'un psychanalyste et d'un notaire, et c'est en gardant à l'esprit les analyses et les propositions formulées lors de ce congrès que nous allons nous poser la question suivante: que transmettent les nouvelles familles? Recul du mariage, nouvelles formes de conjugalité, développement des familles recomposées. Depuis une cinquantaine d'années, la famille occidentale traditionnelle est en plein bouleversement. Nous allons tenter de comprendre en 52 minutes d'antenne quels sont désormais les grands enjeux de transmission au sein des familles contemporaines et de cet univers de la parenté. Je précise que nos deux invités symbolisent la collaboration innovante entre le groupe des notaires de la Fondation des Bernardins et le pôle de recherche du Collège des Bernardins. Ils se sont en effet associés pour cette réflexion commune sur le thème de la transmission. Alors, ces deux invités, eh bien, je vous les présente tout de suite. Jacques Arène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste et co-directeur du département Société humaine et responsabilités éducatives au Collège des Bernardins. Je précise que vous êtes également maître de conférence à l'Institut catholique de Lille au sein du département d'éthique. Vos travaux de recherche s'articulent principalement autour de deux thèmes: la psychopathologie et la psychothérapie de la famille, et puis second axe de vos travaux, la psychologie et l'anthropologie du fait religieux. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai notamment La défaite de la volonté, c'était un ouvrage paru au Seuil, ou bien encore, mais vous m'avez dit qu'il était peut-être épuisé, Au secours, mes parents divorcent, c'était un ouvrage paru aux éditions Fleurus, et enfin, l'un des derniers, je crois, Le psychanalyste et le bibliste, paru chez Bayard. Et puis, je signale la parution des actes du colloque qui s'était tenu ici et qui s'est intitulé « Des héritiers sans testament, point d'interrogation, éduqués pour un monde ouvert ». Ces actes, on peut les trouver chez Parole et Silence. Et je me suis beaucoup servi d'un article d'ailleurs que vous aviez écrit à cette occasion pour préparer cette émission. À vos côtés, maître Jean-François Sagot. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous êtes notaire et chargé de cours à l'Université Paris II Panthéon-Assas et vous enseignez aussi au Centre de formation professionnelle notariale de Paris. Vous enseignez la déontologie notariale. Vous êtes le rapporteur général du 106e congrès des notaires de France, congrès auquel je faisais allusion en début d'émission. Voici les actes également. Ça fait combien de pages? 1200 pages. Un peu plus même, pour être précis. Pour bien s'informer sur le thème. Et puis, vous êtes aussi auteur d'un ouvrage destiné, vous m'avez dit, pas seulement aux professionnels, plutôt au grand public, Le nouveau droit des successions, paru chez Dalloz. C'est bien ça, en 2007. Alors, avant de vous demander de nous parler des principales conclusions de ce congrès et d'en commenter les grands enjeux, je souhaite que nous posions d'abord le cadre de notre réflexion. Alors, en associant le verbe transmettre à l'expression nouvelle famille, on peut deviner que de nouveaux modes de transmission sont à l'œuvre dans l'univers de la parenté. Jacques Arène, dans un petit document de préparation que l'on m'a transmis, vous écrivez que l'héritage est un rituel vieux comme le monde. Alors symboliquement, le fait de transmettre un héritage, c'est conférer finalement à l'héritier le symbole du pouvoir, une forme de puissance, de reconnaissance. Qu'est-ce que ça signifie ? Sans doute y a-t-il un aspect de puissance, mais je crois surtout de reconnaissance et d'inscription dans la suite des générations. Et à travers les biens, se jouent des choses beaucoup plus immatérielles que les biens. C'est-à-dire que les biens sont importants, le patrimoine a son importance, mais il y a aussi un patrimoine immatériel
qui passe ou qui ne passe pas à travers ce qui se joue au niveau des biens. Donc ça, le patrimoine moral. Moral, ce qu'on appelle les valeurs, ce qu'on appelle l'esprit d'une famille. Hein. Et alors, ce qui est frappant, c'est quand on demande aux Français ce qu'ils veulent transmettre, on sait que la transmission du patrimoine, c'est vraiment en premier plan. C'est ce qui compte beaucoup. Hein. Les Français sont unanimes là-dessus. Alors que pour d'autres questions, justement, on est dans une période incertaine. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop que transmettre au niveau des valeurs, des choses plus immatérielles. Donc c'est intéressant de voir ce qui se joue entre quelque chose qui reste quand même très solide dans la mentalité des personnes, c'est-à-dire le désir de transmettre le patrimoine. Quelque chose qui a une existence et voilà, matérielle. même si on a un patrimoine maigre, tout le monde a envie de transmettre un patrimoine. Et puis, ces choses plus immatérielles qui sont un peu en crise au niveau de la transmission, mais qui se jouent quand même quand on transmet le patrimoine. Donc, le contraste entre les deux est intéressant. Sur quelle valeur morale la transmission patrimoniale reposait-elle jusqu'au milieu du XXe siècle? Est-ce qu'on associait des valeurs morales à une bonne transmission du patrimoine? Moi, je crois que, bien sûr, moi, de mon point de vue, en tout cas, je pense qu'une bonne transmission du patrimoine, c'est s'inscrire aussi dans une suite de générations et inscrire une lignée dans la durée. Hein. Donc, transmettre le patrimoine, c'est pas seulement mettre ses enfants, quand on a du patrimoine, dans une forme de sécurité, mais c'est aussi se projeter dans le futur, même après sa mort, hein, avoir le sentiment que quelque chose dure hein, de ce qu'on a été et de ce qu'on a voulu construire, même au niveau de la vision de la vie. Alors, Maître Jean-François Sagot, la succession patrimoniale, elle semble construite jusqu'ici autour du modèle de la famille traditionnelle, hein, le mariage à la base de cette cellule qui donne un statut contraignant, mais aussi protecteur. Alors, sur quelle base morale la loi, finalement, encadre-t-elle traditionnellement la transmission d'un patrimoine ? Je crois que vous avez raison de le rappeler. Traditionnellement, la famille et la famille conjugale reposent sur le modèle du mariage, et ça n'est que de manière plus contemporaine, et depuis 10 ans, si on en fait une datation plus précise dans notre droit, qu'on a vu apparaître des formes modernes, actualisées, et des variantes aux formes de conjugalité, avec dont on le parlera PACS, tout à l'heure, notamment, et le concubinage. Et c'est vrai que le droit des successions a d'abord été construit face à cette problématique, cette dimension qui faisait qu'on avait une famille forte d'abord d'une relation conjugale et ensuite d'une relation conjugale qui avait fondé une famille par une descendance, et avec des ajustements de transmission et de droits reconnus d'une part au conjoint. Et il y a une accentuation de manière contemporaine à la vocation qu'on reconnaît au conjoint, donc cette place que vous évoquiez, une place de force qui est inhérente aux contraintes qu'on accepte dans le mariage, et avec un équilibre qui se trouve face aux enfants. Et c'est vrai qu'avec les formes plus actuelles et plus modernes de conjugalité ou de famille recomposée, eh bien on voit que la logique a du mal à trouver un équilibre, et que c'est à nous souvent, avec nos clients, d'essayer d'imaginer une manière de concilier ce qui est légitime, la protection de l'autre, celui avec qui on a partagé sa vie, tout en étant toujours dans cette philosophie qu'évoquait Jacques Arène, de transmission, cette fois-ci plus verticale, aux lignes descendantes d'un patrimoine ou de valeurs. Recherche donc de protection dans ces valeurs plus anciennes et de recherche de sécurité, finalement, quand on transmet également. Oui, la sécurité, de plus en plus, on souhaite l'assurer pour la personne avec qui l'on vit, principalement son conjoint, mais avec éventuellement une nouvelle union ou une nouvelle cohabitation, la volonté d'assurer un minimum de sécurité. Mais fondamentalement, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de loi de la gravitation universelle du patrimoine qui a une vocation dynastique à descendre vers les générations descendantes. Et le notaire reste un régulateur dans ce cadre-là. Que régule-t-il, le notaire ? On essaie de réguler, ou plutôt de faire, alors là, j'espère que Jacques Arène me pardonnera, mais de la maïotique, c'est-à-dire qu'il nous faut essayer d'accoucher vraiment de l'esprit de nos clients pour savoir quelles sont leurs aspirations essentielles face parfois à ce qui peut apparaître comme des attentes antagonistes. J'évoquais cette protection du conjoint, du partenaire, qui n'est pas forcément le parent des enfants, et cette
volonté aussi d'assurer une descente du patrimoine qui sera ce lien finalement qu'on laissera aux générations futures. Oui, Jacques Arène, est-ce que vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, je pense que ce qui se joue au niveau de la transmission est un peu parallèle à ce qui se joue au niveau du droit de la famille en général. C'est-à-dire que les intérêts ne sont plus homogènes, enfin n'ont plus l'homogénéité qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des conflits d'intérêts assez forts dans les familles contemporaines. On le voit bien, par exemple, la question de l'intérêt des enfants et de l'intérêt du conjoint. Dans tout le droit du divorce, on voit bien combien parfois les intérêts ne sont pas forcément les mêmes entre les adultes et les enfants. Et je crois que ces conflits d'intérêts, ces questions d'intérêts antagonistes, cette complexité des intérêts des uns et des autres, c'est vraiment une question contemporaine. Alors, je pense que ça vous donne du travail et ça fait peut-être plus de complexité dans votre manière d'aborder les choses. Alors, on essaiera de revenir plus précisément sur ce thème de l'accompagnement, mais dans le titre de notre émission de ce soir, cela ne vous a pas échappé, il y a l'expression « nouvelle famille ». Alors, il faut d'abord préciser ce qu'on évoque par ce terme. On évoque les personnes en couple, par exemple liées par un PACS. Vous disiez qu'il y a 10 ans, le bouleversement avait été fort. C'est l'arrivée du PACS. Il y a aussi les couples vivant en concubinage ou encore les familles recomposées après une séparation. Alors, dans le rapport du Congrès dont vous êtes le rapporteur, les notaires ont fait un constat, je l'ai noté, l'évolution de la vie sociale, écrivent-ils ou ont-ils dit, a dépassé le schéma de la famille lignagère, la famille se diversifie et se rétrécit, l'intensité sociale se concentre sur celui ou celle avec qui la vie est partagée. Alors, je voulais revenir avec vous sur le PACS, la mise en place du PACS en 2000. A-t-il été, selon vous, un bouleversement majeur dans ce domaine de la transmission patrimoniale ? Alors, il l'a été, mais je crois que là, c'est une chose qui est venue sans qu'on l'ait vu venir et sans que, sûrement d'un point de vue sociologique, Jacques Arène pourra le dire de manière plus pertinente que moi, mais nous qui voyons aussi 20 millions de nos concitoyens chaque année dans nos études, on en fait ce constat d'une union créée, encore une fois, si on se replace dans le contexte, il y a une dizaine d'années, à des fins de satisfaire une communauté en particulier. On arrive aujourd'hui, 10 ans après, à 3 PACS pour 4 mariages sur l'année écoulée, donc des contingents qui sont à peu près équivalents. Une législation qui a balbutié, qui s'est un petit peu équilibrée, et le sens de notre réflexion, c'est qu'on a, il faut l'accepter, aujourd'hui peut-être la chance d'avoir un droit qui offre une pluralité d'unions conjugales. Et face à ça, pour que chacune d'entre elles puisse bien avoir sa place, il faut sûrement remonter un peu à sa genèse pour en déterminer une sorte de cariotype et qui permet de légitimer les statuts de chacune d'entre elles. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que le mariage est et demeure un statut. Comme tel, il va être protecteur, mais il va apporter un certain nombre de contraintes, et notamment dans le cadre de la transmission. Le PACS, lui, est de nature beaucoup plus contractuelle, alors avec un encadrement légal, mais on est vraiment sur une relation contractuelle qui peut être dissoute plus simplement. Et puis on a laissé une place à ces unions de fait que sont les concubins, avec un minimum de conséquences. Mais c'est vrai que cet ordonnancement, je crois qu'il est temps d'en reprendre conscience, et c'est vrai que certaines lois ont eu tendance, à tort sûrement, à faire un amalgame entre les 3 formes d'union, c'est source de perturbation. Et dans le domaine de la transmission en particulier, aujourd'hui la loi est très claire, le seul héritier dans le cadre d'une relation de couple, c'est le conjoint, pas le partenaire. Pour devenir héritier d'une partie, il faut un acte de volonté, alors que le mariage vous protège et prévoit que vous serez un des acteurs de la succession. Et d'ailleurs, c'est très lisible dans le rapport. Les membres des couples partenaires, pacsés, peuvent avoir la volonté aujourd'hui de protéger le survivant quand l'un des deux meurt, en lui transmettant un patrimoine. Alors, il y a eu certaines propositions d'ailleurs lors de ce congrès, et je crois l'une d'entre elles n'a pas été adoptée par tous ou retenue en tout cas. C'est la proposition de garder un logement pour le survivant. En fait, garder n'est pas le terme, mais... Oui, l'idée, la réflexion qui avait pu être la nôtre, c'est qu'on a aujourd'hui un élément essentiel du patrimoine. Et tout à l'heure, vous évoquiez la notion de sécurité. C'est vrai, quand on veut assurer la sécurité de son partenaire, plus généralement de celui avec qui on partage sa vie, on veut de manière essentielle pas forcément lui transmettre du patrimoine qui a vocation à revenir à ses enfants, mais au moins lui permettre d'avoir un lieu de vie décent. Et c'est vrai que la loi orchestre parfaitement, et c'est légitime,
pour le couple marié la protection sur le logement, elle ne l'orchestre pas pour les partenaires. Et l'idée n'est pas de faire du partenaire quelqu'un d'automatiquement protégé, mais de trouver des solutions techniques qui permettent, même quand on a des enfants, de loger son partenaire dans un bien qui dépendra de la succession, sans que celui-ci ne puisse un jour être évincé. Mais donc ça, voilà pour deux parties de la l'instant, ça n'est réflexion. pas possible. Pour l'instant, ça n'est pas possible, ou ça l'est, mais en fonction d'une équation qu'il est difficile parfois de résoudre, il faut avoir un patrimoine d'une importance suffisante pour que cette jouissance accordée aux partenaires sur un élément du patrimoine ne soit pas privative pour les enfants de ce qu'ils doivent recevoir, de ce que la loi leur a réservé. Y a-t-il un besoin d'innovation de ce côté-là, selon vous, dans ce domaine-là spécialement ? Il y aura sûrement un besoin d'innovation si finalement la trajectoire du PACS continue sur ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'évoquais tout à l'heure, sur l'année 2010, 3 PACS pour 4 mariages. Certains maintenant choisissent réellement dans la pérennité ce mode de conjugalité. Et c'est vrai que c'est parfois une forme alternative qui peut être intéressante en cas de deuxième union, justement pour ne pas réentrer dans une union qui va surprotéger peut-être le conjoint par rapport à des enfants d'une union précédente. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être trouver des modifications de la loi qui permettent de trouver des solutions pratiques. Alors, Jacques Arène, je me tourne vers vous, le psychanalyste. On peut entrer, il me semble qu'on peut entrer et sortir librement de ce lien qui s'établit par le PACS. Oui, le PACS correspond en dehors des éléments, disons, plus circonstancielles qui étaient les revendications homosexuelles. Je crois qu'on voit bien que le PACS correspond à un désir contemporain. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce désir contemporain, c'est un désir de contractualisation de l'union. Et c'est pour ça que la plupart des unions par PACS sont des unions hétérosexuelles. C'est-à-dire qu'il y a une partie, la très grande majorité, une partie des jeunes maintenant, et des moins jeunes, considèrent que le PACS peut soit être une étape vers une union future, qui pourrait être un mariage, comme une sorte de fiançailles d'une certaine manière, et d'autres considèrent que c'est une union en tant que telle et en reste là. Mais ça peut être considéré comme une étape sur le chemin. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est à l'image de la relation conjugale telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est une relation. Il y a un sociologue anglais qui s'appelle Bauman qui parle de l'amour liquide, c'est-à-dire que les relations sont beaucoup plus liquides aujourd'hui, c'est-à-dire que plus fluides. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les couples ? Ça veut dire que on n'aime pas s'inscrire dans quelque chose qui a une allure institutionnelle trop forte. Et évidemment, le mariage a un statut institutionnel qui est trop fort. Alors parfois avec une forme de naïveté vis-à-vis aussi effectivement des inconvénients, c'est-à-dire du fait que effectivement la protection du conjoint n'est pas la même et que on veut échapper à l'institution, mais on n'a pas aussi l'effet de protection de l'institution. Mais ça fait partie vraiment de ce qui se joue aujourd'hui par rapport à la vision des relations. Et justement, vous parliez de durée. Traditionnellement, et par nature, le mariage s'inscrit dans la durée. Et puis, j'ai l'impression que la transmission d'un patrimoine découle de cette notion de durée. Et le PACS est plutôt dans une forme, s'inscrit plutôt dans une forme de précarité. Oui. Alors peut-être que la vision de la transmission change un peu. C'est-à-dire qu'avant, auparavant, en tout cas, les personnes qui avaient un patrimoine réel voyaient la durée même sur plusieurs générations. On imaginait une maison de famille qu'on léguait aux enfants, qui après serait aux petits-enfants, qui restait dans la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui existait dans l'imaginaire des gens. Je crois que maintenant, la durée qu'on évoque quand on veut transmettre, c'est plus lié à un désir de sécurité limité aux proches, mais qui est important, mais de dire, laisser mon conjoint ou faire en sorte que mes enfants aient de quoi se lancer dans la vie. Mais il y a beaucoup moins cette idée de se projeter dans le temps, dans une espèce de pérennité des générations. Je crois que ça change, il me semble, ça existe encore, mais ça change, ce point de vue-là change beaucoup. Est-ce que finalement, c'est pas comme si au sein de la famille, deux axes étaient en train de se séparer, l'axe de la descendance avec ce qu'on prévoit pour ses enfants, puis l'axe de la conjugalité? Je crois qu'en tout cas, il y a une tension entre les deux. Et d'ailleurs même la relation aux enfants, on y viendra peut-être, n'est plus dans cette verticalité qui existait auparavant de la descendance au sens le plus large du terme, le plus profond, mais l'idée au fond de négociation qu'il y a avec les enfants par rapport à la relation d'amour qu'on désire garder et qui peut même s'effectuer avant la mort de la personne, c'est-à-dire que d'où la question des donations. Oui, justement, c'est un bon moment pour y venir. Oui, dans les donations, finalement, on transmet son patrimoine de son vivant
à des vivants. Donc là, on est vraiment dans une autre démarche. On est dans une autre démarche. Alors là, si on regarde ce qui se passe actuellement, ça permet d'avoir un regard, je trouve, très intéressant sur la perte de sens peut-être de la transmission face à des lois qui ont d'abord été des lois incitatives et qui ont éloigné finalement ce que chacun devrait avoir comme réflexion sur ce qu'il espère ou ce qu'il fonde dans le cadre d'une stratégie de transmission. J'évoque la réforme de la fiscalité du patrimoine qui, c'est vrai, depuis quelques semaines, invite beaucoup de nos concitoyens à vouloir anticiper peut-être à l'extrême ce qui serait raisonnable de faire, et sans qu'ils aient en amont analysé ce qui les motivait à cette transmission. Une transmission faite, comme vous dites, à des gens vivants, c'est un acte de générosité, c'est une dépossession qui va être immédiate, irrévocable, gratuite, sans contrepartie. Et c'est vrai que traditionnellement, elle a une cause de fondation. Je vais donner pour que la génération qui va venir après puisse s'installer dans la vie, pour lui être secourable. Ou alors, je vais transmettre un bien dans une espèce de volonté dynastique pour essayer de lui garder un caractère familial. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la réaction face à une crainte révérencieuse de l'imposition et qui fait perdre donc du sens à cette transmission, perte de sens de celui qui donne, mais aussi, et c'est peut-être plus grave, perte de sens de celui qui reçoit, qui sent beaucoup moins l'acte de transmission, l'acte de générosité, l'acte qui va accompagner finalement une transmission et de patrimoine et de valeurs. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à remettre en perspective, ce à quoi nous nous évertuons aujourd'hui malgré les fortes sollicitations, encore une fois, de nos concitoyens qui ont peur face à une fiscalité qui devient très oppressante. Alors vous avez prononcé un mot, c'est le mot accompagnement, et Jacques Arène, je l'ai lu sous votre plume dans ce fameux article auquel je faisais allusion. Vous dites que dans la transmission en général, il y a aussi cette notion d'accompagnement et aussi d'un acte de confiance dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, revenir sur cette idée-là ? Je pense qu'effectivement, alors je parlais de la transmission en général, transmission éducative entre parents et enfants, mais aussi des éducateurs en général. Dire qu'au fond, parce que je partais du diagnostic qu'il y a une angoisse de transmission aujourd'hui, que beaucoup de gens, beaucoup de parents sont dans une espèce de peur de transmettre, ou de peur de transmettre ce qui est mauvais, ou d'être nocifs pour leurs enfants, donc prennent une attitude parfois de repli. Et donc il y a une forme de confiance minimale en soi d'abord, et puis dans ce qu'on a de bon et ce qu'on considère comme bon pour ceux qui vont venir, et qui doit être présente quand on transmet. S'il n'y a pas cette confiance, une sorte d'optimisme. Alors c'est vrai qu'on est dans une société à la fois très riche et très pessimiste, très riche, beaucoup plus riche qu'elle ne l'a jamais été dans le passé, et très pessimiste, et que c'est vraiment la crise de la transmission fait partie, à mon avis, de l'élément fondamental de la crise contemporaine. Donc je crois effectivement il y a une espèce de désir d'accompagner. Alors avec le patrimoine, c'est sûr qu'il y a une espèce d'enjeu un peu complexe, c'est-à-dire que peut-être que quand on n'ose plus transmettre d'autres choses, on met tout dans le patrimoine qu'on transmet, dans ce qui se joue là, et ça devient très chargé. Et alors que le patrimoine fait partie de toute une série d'éléments complexes qui devraient être présents aussi, et donc ça charge beaucoup les choses. Mais c'est certain que, ce que je disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'au fond, parfois on a plus un désir ou d'échapper aux règles fiscales, ou de mettre en sécurité ses enfants ou ses proches, ce qui est très bien, mais en même temps il y a moins cette vision plus au loin, moins ce désir de sens dont vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sens, et pas seulement être dans l'immédiat, dans le court-termisme dont on a beaucoup parlé dans d'autres domaines. Vous écrivez d'ailleurs une phrase: une transmission en général, pas patrimoniale, ne se fonde pas sur un contenu, mais sur l'acte de transmettre. Et ça, je crois qu'on a pu l'entendre aussi à travers ce que vous disiez, maître. Alors, autre évolution, c'est l'isolement des personnes au sein de la société, la solitude de certaines personnes, souvent une absence de solidarité entre générations, le manque de moyens des personnes âgées, d'où la nécessité de sécuriser des fins de vie. Alors ça, j'imagine que cet aspect-là des choses est très importante aussi pour vous deux.
Oui, c'est important ce que vous dites, et ça ramène à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette frénésie, on va dire, de la transmission, et de la transmission qui n'a pas forcément une cause qui a du sens, risque demain d'amener à d'autres problèmes, qui sont des problèmes sociétaux tout aussi importants et qui vont faire débat au Parlement à la rentrée, qui sont les problèmes de la dépendance. En anticipant par trop, sans qu'on ait, encore une fois, associé cette transmission avec du sens à ceux qui reçoivent et qui donc se sentent quand même redevables moralement, qui sauront qu'il faudra savoir demain avoir cette main secourable à l'égard de ceux qui se sont dépossédés plus tôt. On risque d'avoir des gros soucis de financement de la dépendance dans un cadre familial et intergénérationnel, puisque on n'a plus cette conscience, encore une fois, pour ceux qui reçoivent, et qu'on peut, pour ceux qui ont donné, être allé au-delà de ce qu'il est raisonnable de faire face à des perspectives, alors que les démographes nous annoncent, et ça c'est une chose heureuse, qu'on vivra tous plus longtemps, mais avec des problèmes de dépendance qui vont toucher une part croissante de la population, et on croit comprendre que la société aura de plus en plus de mal à prendre économiquement en charge cette dépendance. Donc il y aura un recentrage sûrement sur la famille. Eh bien, la famille, il faudra pouvoir encore y faire appel à elle si on s'est démuni trop tôt. Et c'est vrai que là, je reviens à cette idée force. Je trouverais préférable que ces transmissions soient associées, encore une fois, avec un sens qui permet pour la génération qui reçoit de savoir qu'en filigrane, il y a cette obligation morale forte de prendre en charge son aîné ou celui, de manière plus générale, qui s'est dépossédé. Alors, sous quelle forme en a-t-il été question? Par exemple, dans ce congrès, j'ai cru lire par-ci par-là qu'il en avait été question. Alors, les outils sont déjà, ils préexistent, mais je crois qu'au-delà des outils juridiques, et là, il faut saluer l'innovation de la loi au cours des 10 dernières années, qui a refondu ce qu'on appelle le droit patrimonial de la famille, avec des nouveaux outils, des mandats, des techniques de transmission qui empruntent à la fiducie. Mais tout ça doit d'abord repasser dans un dialogue qui peut d'ailleurs être s'orchestrer au moment où l'acte se fait, l'acte fondateur, dont il faut rappeler que c'est un acte solennel qui est fait en présence d'un notaire, l'officier public que nous sommes. Et je crois que nous sommes là vraiment dans notre rôle sociétal pour remettre encore une fois du sens dans ces transmissions, rappeler les obligations morales qui découlent de cette transmission face à des perspectives futures qui pourraient être moins favorables pour le donateur. Alors là, dans ce que vous dites, il y a vraiment cette idée de protéger les anciens dans cette chaîne de transmission. On a l'impression que c'est presque inversé, que c'est aussi aux jeunes de transmettre, ou en tout cas de sécuriser les plus âgés. Oui, mais on connaîtra tous moment où les choses se retournent un peu. C'est un moment assez intéressant et délicat quand on devient un peu parent de nos parents. Et qui se passe, alors selon l'âge, ça peut être à 40, 50, 60 ans, mais le rapport change, où effectivement on a un rapport qui devient plus sécurisé avec eux. Et cette idée de transmettre de son vivant, alors c'est pas nouveau, quand même, mais c'est quelque chose de beaucoup moins simple qu'on ne le pense. Je pense que le mot qui me vient à l'esprit, c'est le terme de discernement. C'est-à-dire que ça doit être fait avec discernement. Enfin, je sais pas, on connaît tous le Père Goriot ou le Roi Lear, qui sont des œuvres littéraires où, des pères, comme ça, se dépossèdent beaucoup trop vite de leur patrimoine. Et pas seulement leur patrimoine, de leurs biens, mais aussi un certain rapport à leurs enfants, où ils se livrent un petit peu. Donc, je crois qu'il y a un aspect de discernement, mais pas seulement, alors très justement par rapport à l'avenir, pour une personne vieillissante, mais aussi par rapport aux enfants. Ça n'est pas simple pour des enfants de recevoir de l'argent, parfois beaucoup d'argent, parfois beaucoup de biens, du vivant de leurs parents. Ça crée un lien. Moi, j'ai vu plusieurs fois des jeunes ou des moins jeunes, par exemple, à faveur du don d'un appartement, combien cet appartement était lourd à porter d'une certaine manière. Ça peut créer un phénomène d'emprise, par exemple. De dépendance. Et puis, on n'ose pas dire à ses parents qu'on ne va pas choisir exactement le même appartement que ceux qu'ils souhaitent, etc. Il y a tout d'enjeux de dépendance et d'indépendance, de difficulté à se situer les uns par rapport aux autres. Alors, je ne dis pas que ça ne doit pas être fait. Je dis simplement que ça demande beaucoup de discernement, de voir quels sont les enjeux de désir de contrôle de la part des parents, désir de contrôle qui est toujours déçu, évidemment, parce que les enfants, quand on leur donne, on leur donne. Mais qui, effectivement, donc il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de tiraillements.
Et je crois qu'il faut que les choses soient vraiment discernées. Quels sont vraiment les besoins, quel sens ça va avoir, comme vous dites, quel sens ça va avoir dans la famille, quel sens ça va avoir vis-à-vis des frères et sœurs aussi, parce qu'il faut que ces choses-là soient gérées avec beaucoup d'équité. Donc c'est des choses, même s'il y a des choses qui sont à valoir sur le futur héritage, parfois il y a des dons qui sont faits du vivant, à certains frères et pas à d'autres, etc. C'est des choses compliquées, hein, et qui demandent beaucoup de sagesse, au fond. Et est-ce que c'est si facile à discuter finalement? Non, ça n'est pas aisé. C'est déjà pas aisé de toute façon de parler d'anticipation d'un temps globalement où on ne sera plus là. Alors, il est vrai aussi que face à ce qu'évoquait Jacques Arène à l'instant, où on a parfois la volonté finalement d'orchestrer ça sur une partition qui va s'écouler au cours du temps en fonction des besoins des enfants ou des besoins qu'on croit ressentir. On va les aider, mais dans un ordre ou dans le grand désordre plutôt, et en ne prenant pas conscience que là le droit vous rattrape puisqu'il y a une logique successorale qui fait qu'il faudra bien faire les comptes un jour. Et là, il y a des outils qui existent, qui sont des outils qui permettent une juste répartition du patrimoine dans la famille, des actes pacificateurs. Et donc c'est vrai que quand on a fait ça un peu au gré du vent, il ne faut vraiment pas hésiter à accepter de faire un bilan, aidé d'un professionnel comme un notaire, de manière à voir s'il n'est pas encore temps pour justement rééquilibrer les choses et faire conclure des vrais pactes de famille qui seront encore une fois pacificateurs par rapport à un moment cathartique qui est la disparition, qui va, on le sait, et Jacques Arène mieux que moi encore, être le moment où on va faire remonter finalement des problèmes qui ont pour genèse parfois la prime enfance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur quoi on va pouvoir se rattraper quand on veut, entre guillemets, régler des comptes entre frères ou sœurs, c'est sur le patrimoine. C'est là où le point d'accroche va se trouver avec des vrais problèmes, mais qui, encore une fois, ne sont pas fondamentalement des problèmes de patrimoine à l'origine. Alors, autant peut-être mettre à l'abri de toute emprise des héritiers dans le cadre de leur règlement réciproque, tout ou partie du patrimoine. Il y a des outils qui existent pour ça. On peut conclure des pactes successoraux de son vivant avec l'accord de ses enfants. Jacques Arène, vous disiez que le rôle du notaire, c'était un rôle de maïeuticien d'un projet de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il est accoucheur de projet? C'est repris par Maître Sago. Je pense que dans cette difficulté contemporaine ou complexité où les personnes sont parfois dans une situation de vie dont ils ne perçoivent pas toujours les tenants et les aboutissants, avec une espèce de naïveté vis-à-vis des aspects institutionnels ou non institués des choses, je crois que l'apport de personnes extérieures qui accompagnent un peu les choses, alors évidemment au niveau juridique, mais je crois que ça déborde la question juridique, est tout à fait importante. Parce que il me semble que les personnes ont plus besoin aujourd'hui d'aide pour discerner. Alors évidemment, ça peut être fait au niveau des psychologues, mais je crois que dans ces moments importants, au moment du décès, mais aussi dans ces moments des donations et autres, je crois que peut-être les personnes aujourd'hui ont plus besoin d'accompagnement qu'avant, d'accompagnement discernant. Du fait de la diversité des situations, justement? La diversité des situations, et encore une fois, mais ça c'est un trait assez général, une loi en perpétuelle évolution et une loi qui, par la crainte qu'elle fait peser justement d'une évolution future encore, invite les gens, plus que par le passé peut-être, à vouloir anticiper, cristalliser. Et donc notre rôle, j'aime bien cette notion de maïeutique, parce que ça revient finalement à mettre les gens face aux réels objectifs qu'ils poursuivent. Et en fonction des objectifs, une fois qu'on les a bien décantés, peut-être qu'on va s'apercevoir que ce qui était imaginé de faire au départ ne correspondra assurément pas aux résultats attendus. Et donc il ne faut pas hésiter à faire ce travail. Nous sommes là pour ça. C'est vraiment notre rôle sociétal et notre apport sûrement par rapport à un simple rôle de pédagogie du droit. Il y a une notion de confiance également qu'on peut trouver quand on est face à son notaire. De confiance et de pérennité aussi. On s'inscrit assurément dans un conseil qui est pérenne. Nous aimons justement à partager un peu ces secrets de famille, accompagner les familles sur plusieurs générations, ce qui nous permet finalement d'en discerner une certaine psychologie. Et au regard de la transmission, c'est important. Chacun a son approche intime, souvent héritée d'un passé familial, de la façon dont il entend transmettre, de ce à quoi ça correspond
correspond pour lui, face à un bien, face à une entreprise, face à des objets, face au fait qu'on installe plutôt et on fonde assez tôt, ou bien au contraire, on demande aux enfants de même faire des efforts, et finalement la récompense ne vient que beaucoup plus tard. Tout ça, il faut connaître les familles pour pouvoir les accompagner et leur proposer des transmissions qui soient adaptées à leur propre philosophie. Justement, on a l'impression que la promotion de l'individu, la notion d'épanouissement personnel à travers ces nouveaux modes de conjugalité est vraiment sur le devant de la scène. Et est-ce que vous n'êtes pas là également pour parler de l'enfant, de ce qui va advenir? Parce que l'enfant, les parents sont responsables, qu'ils soient mariés ou pacsés ou concubins. Ça, c'est vrai que c'est une préoccupation forte. Alors, dans la famille non recomposée, c'est déjà une préoccupation forte quand on est des enfants mineurs ou qu'on a un enfant handicapé. Et là, il y a une réelle préoccupation, voire parfois une souffrance d'évoquer la perspective de la disparition et des modalités de transmission. Mais assurément, dans le cadre d'une recomposition familiale, on est sur ce qu'on évoquait depuis le début de notre entretien, des intérêts finalement antagonistes, et on s'aperçoit que la relation de couple est différente nécessairement de la relation qu'on a avec ses enfants. Mais on s'aperçoit quand même, enfin c'est ce que je perçois moi en tant que notaire, je ne sais pas si Jacques Arène partage ce point de vue, aujourd'hui il y a une volonté plus égoïste de chacun finalement de se déterminer par rapport à son propre bonheur, et donc la notion de couple conjugal a tendance à s'imposer petit à petit par rapport à la notion de couple à dimension plus familiale. On recherche d'abord son bonheur qu'on est prêt à construire, pourquoi pas à reconstruire, ce qui ne veut pas dire qu'on met les enfants de côté, mais cette relation de couple va devenir très forte. Ce qui remet également en question la notion d'engagement, et là-dessus, c'est pour ça que j'en reviens à l'axe que nous avions suivi, qui est bien de remettre de l'ordre, la hiérarchie finalement dans les différents modes de conjugalité, pour que chacun, quand il choisit le mariage, ou pourquoi pas le pax, ou pourquoi pas le concubinage, soit bien en face par rapport à l'engagement qui est le sien, de manière à pouvoir en attendre ce qu'offre chacune de ces unions, un statut avec des protections mais des contraintes fortes, une relation contractuelle dans laquelle on peut, vous l'évoquiez, sortir assez facilement, ou une relation de fait qui ne va pas être trop engageante. Sur la place de l'enfant, Jacques Arène, je vous entendais écouter. Oui, non, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a, dans le discours officiel, l'enfant n'a jamais été autant, la relation parent-enfant n'a jamais été autant sacralisée dans les discours, c'est vrai. Et dans le droit aussi, d'une certaine manière. En revanche, dans la réalité, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est que il y a quand même ce que je perçois moi parfois, c'est que le lien parent-enfant n'est pas indestructible. Alors qu'on dit beaucoup aujourd'hui, la conjugalité, c'est fluctuant aujourd'hui. En revanche, le lien parent-enfant, c'est quelque chose qui c'est pas si simple que ça. Alors évidemment pour les pères, ça c'est sûr que des pères déconnectés de leurs enfants, il y en a pour diverses raisons, qui ne sont pas seulement liées au père lui-même seulement, mais ça, c'est sûr que c'est très important, mais pas seulement les pères aussi. Il arrive aussi que du côté des mères, on est dans une société beaucoup plus élective qu'avant, même dans le lien parent-enfant. Donc, d'où la tentation d'acheter la relation, puisqu'on n'est plus dans cette préoccupation dynastique liée à la perpétuation de plus de la lignée que de moi-même, d'une certaine manière. On est dans une préoccupation beaucoup plus personnelle, d'où cette tentation d'acheter un peu l'amour des enfants. Alors parfois peut-être par des... Bah bien, je reviens au roi Lear. Ce qu'il veut entendre, c'est il veut entendre que ses filles lui disent qu'elle l'aime. Donc il achète un peu ça. Évidemment, il le paye très cher. Mais donc je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis simplement qu'il y a un peu cette tentation de pérenniser la relation par d'autres moyens que moyens plus, je dirais, plus à distance. Et peut-être cela peut engendrer une souffrance du côté de l'enfant qui va se sentir redevable. Qui va se sentir redevable, qui va au contraire, ça peut aussi ne être jamais assez. Une espèce de désir narcissique chez certains. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais ça peut arriver, d'enfants qui ont été ensevelis sous les dons parce que peut-être il y avait cette peur de perdre l'amour. L'angoisse de perdre l'amour des enfants est une angoisse extrêmement importante chez les parents aujourd'hui.
Je parle en tant que parent aussi, on en est tous là, mais c'est une angoisse qui est beaucoup plus forte qu'il y a 50 ans. Et puis le désir de contrôle qui existe quand même, et qui du coup est assez fort. Parce que dans ces dons, parfois, il y a un désir de contrôle qui est peut-être plus fort qu'avant, même jusqu'aux obsèques. Je suis très frappé comment de plus en plus de gens minutent leurs obsèques à la seconde près, leurs futurs obsèques, comme en ne laissant aucun élément de décision aux survivants. Comme si les survivants n'avaient pas le droit de toucher à... Mais je crois que c'est un désir de contrôle, plus que... La transmission, c'est une forme de dépossession, quand même. Une dépossession raisonnée, discernée, comme on l'a dit, mais une dépossession. Tandis que là, il y a un désir de contrôler tout jusqu'au bout. Évidemment, ça ne marche pas, mais parce que après, les survivants, quand même, ils font un peu ce qu'ils veulent. Sauf si peut-être tout est marqué en détail dans un... Mais je crois qu'il y a un désir de contrôle, une peur, une angoisse du temps, quelque chose qui est très centré sur la personne. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde vit ça, mais il me semble que ce désir de contrôle est plus important qu'auparavant. Je suis d'accord, on le sent très nettement et on le sent encore plus dans le cadre d'une recomposition familiale, puisqu'il y a une espèce de sentiment de culpabilité face au bonheur que l'on s'autorise finalement de manière assez égoïste et hédoniste en acceptant de reconstruire son bonheur, mais on se rend bien compte, ou plutôt on a ce sentiment de culpabilité à l'égard des enfants du premier lit, et je suis d'accord avec Jacques Arène, qui va parfois amener à des maladresses dans un excès de volonté de transmettre ou de protéger les enfants, pas forcément de manière d'ailleurs très, très réfléchie et ordonnée. Et du coup, on se projette très facilement à partir de là face à un antagonisme, une opposition qui existera au moment où l'auteur ne sera plus là. Finalement, la personne qui était l'interface dans cette famille recomposée ne sera plus là, entre le partenaire ou le conjoint survivant et les enfants du premier lit, puisqu'on les aura chacun entretenus dans une volonté d'amour, de se faire aimer, mais sans jamais essayer de composer un réel lien. Et cet enfant, il doit faire face, du coup, à de nouvelles formes de parentalité. C'est-à-dire qu'il se retrouve face à des adultes qui ne sont pas ses parents, mais qui sont peut-être ses parents sociaux. Comment on peut dire ça ? Est-ce que ça, c'est pas aussi des enjeux d'aujourd'hui ? Et comment ça peut se poser aussi en termes de droit et de résolution ? Ah oui, ses parents, et puis aussi ses grands-parents. Je me souviens d'un adolescent qui m'a parlé de son beau-grand-père. Son beau-grand-père, c'était le deuxième ou le troisième mari de sa grand-mère. Donc on a des complexités qui sont des complexités... voilà, ça ne tient pas seulement aux parents, c'est des familles où effectivement, vous demandez parfois aux personnes de dessiner l'arbre parce qu'on a du mal à saisir les choses. Donc ils sont face à une complexité. Et puis parfois, ils sont face surtout à un lien un peu évanescent. Moi, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire quand je vois certains jeunes adultes, c'est notamment la relation au père, effectivement, qui est parfois très, très, très en pointillé, qui n'est pas, qui est pas incarnée, qui est pas... Et dans cette évanescence, la transmission, j'imagine, est d'autant moins forte. Elle est forte, elle peut fonctionner justement par le patrimoine ou par l'argent, qui est un élément, mais effectivement dans quelque chose qui a moins de sens, c'est-à-dire qui n'est pas lié à un vécu commun. Au fond, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui se joue dans le patrimoine et qui s'enracine dans un vécu commun, plus ou moins, parce qu'il arrive qu'on peut hériter d'un oncle d'Amérique, et que là, il y a parfois une certaine déconnexion. Quand est-ce que ça prend sens ? Je ne dis pas que parfois le hasard fait que ça soit autrement, mais comment ça peut prendre sens dans une relation qui a existé, qui a eu du sens pour les gens, etc. Et comment cela prend-il sens dans le droit, alors Dans le droit, la recomposition reste une chose assez hétéroclite. Il n'y a pas de fusion, même s'il y a une fusion du couple, des personnes, la recomposition familiale reste relativement étrangère. Je crois qu'il faut aussi peut-être distinguer deux hypothèses, celle où il y aura une recomposition assez précoce avec des enfants qui seront en bas âge. Et là, on arrive à avoir des concrétisations de réelles recompositions familiales réussies avec une fusion personnelle aussi dans une nouvelle relation de parents à enfants ou de beaux-parents à enfants, sur des recompositions qui se font à un âge plus mature pour les enfants. On est toujours sur une chose assez chaotique. Et c'est là, je crois, il faut essayer plutôt d'être sur une perspective
de protection de son partenaire quand on le souhaite, sur des choses qui vont être plutôt éphémères et non pas pérennes, de manière à ce qu'il y ait un cadre de vie, des revenus, mais ne pas vouloir essayer de résoudre ce qui, de mon point de vue, est encore la quadrature du cercle, qui est d'essayer de faire de son nouveau partenaire également un héritier, sans que cela ne lèse les enfants, et tout cela devant être bien vécu par tout le monde. Je crois que là, on est aujourd'hui encore un peu dans le fantasme. Alors, Maître Lefebvre, qui a introduit cette soirée tout à l'heure, disait que le notaire, c'est le juriste de la transmission, hein, si j'ai bien noté. Est-ce que vous vous qualifieriez également, en tant que juriste de la transmission, de protecteur à l'égard de ces enfants-là, justement, issus de ces nouvelles familles-là? Écoutez, on a surtout un rôle, vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure, de régulation et de pacification. Il n'y a pas de parti pris à avoir pour nous, mais on est là vraiment pour écouter, je reviens à cette notion de maïeutique, quels sont les objectifs de nos clients, quel est réellement le sens qu'ils souhaitent donner à leur transmission, quel est le schéma dans lequel ils estiment bon d'arriver à orchestrer cette transmission. Et donc, on est là pour ménager des intérêts qui parfois sont antagonistes, parfois rééquilibrer une volonté manifeste, dynastique, de transmission exagérée aux descendants, ou de surprotection d'un partenaire dont on s'est enamouré, mais dont on ne sait pas, encore une fois, le traumatisme qui pourra résulter le jour où on viendra à s'éteindre. Il nous reste quelques minutes et j'aimerais vous demander à tous deux, d'ailleurs, chacun dans votre domaine, quels sont selon vous les grands enjeux liés, alors pour vous, à la transmission patrimoniale, et finalement quels grands travaux, entre guillemets, reste-t-il à effectuer dans les années à venir? Qu'est-ce qui est important selon vous aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a tout d'abord poursuivre ce qui a été fait depuis une dizaine d'années par les lois, qui est d'inviter nos concitoyens à réfléchir et les doter d'outils qui leur permettent d'introduire le contrat, c'est-à-dire d'anticiper par un acte de volonté, raisonné, fait sûrement en présence d'un professionnel, en y associant la famille, les enfants, le conjoint, pour finalement pacifier par anticipation le règlement de la transmission. Et puis peut-être, ça c'est un vœu assez généraliste, c'est que toutes les pressions et tous ces bruits qui viennent perturber finalement la façon dont on peut orchestrer ça de manière raisonnée, je pense notamment à la fiscalité, eh bien on fasse une pause de manière à ce que la réflexion puisse être sereine et non pas faite en réaction de manière épidermique ou exagérée. Cela n'est pas bon et je pense que sociologiquement cela fera des dégâts à terme. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez être attentif également à ces évolutions de la société contemporaine, de ce qui se passe aujourd'hui? Mais on y est très sensible, je l'évoquais tout à l'heure, on reçoit 20 millions de nos concitoyens chaque année, donc c'est un tiers de la population qui franchit les portes de nos études, et on est toujours à l'écoute. Nos travaux qui sont restitués chaque année lors de nos congrès sont le fruit à chaque fois de 2 ans de réflexion et aboutissent sur des propositions. Comme c'est une institution séculaire, je peux le dire, nombre d'entre elles finissent par être entendues par les pouvoirs publics. Jacques Arène, justement, sur ces grands enjeux au sein de la société contemporaine et liés à la transmission, peut-être plus généralement. Oui, moi je pense des enjeux, oui, au niveau juridique, je n'ai pas de compétences, mais c'est des enjeux, j'allais dire, de pérennité, c'est-à-dire que de réhabiliter du lien. Je pense qu'un des dangers actuels, mais dans la société dans son ensemble et dans les familles en particulier, c'est la question du lien. Le lien n'est plus garanti. Et je crois que, alors on parlait des enfants, je crois même au niveau des enfants, c'est important. Et je crois que les notaires, il n'y a pas beaucoup de professions comme ça qui peuvent parfois suivre des familles sur plusieurs générations. C'est pas si courant que ça aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'est très courant, mais il me semble que ça vous arrive d'avoir les enfants, les petits-enfants qui viennent. Donc je crois que c'est un enjeu de durabilité du lien dans le temps, c'est quelque chose d'important. Alors il ne s'agit pas de revenir à une espèce de société hiérarchisée et figée, mais de dire que moi il m'arrive de voir des jeunes qui ne savent absolument pas où sont enterrés leurs grands-parents, par exemple, qui n'ont aucune idée à 2 générations de savoir d'où ils viennent. Des ados, d'où ils viennent, dans quelle lignée ils sont enracinés, etc. Je crois qu'il y a un enjeu très fort au niveau de l'identité, évidemment. Ce n'est pas un enjeu de perpétuer une France hiérarchique, mais de me dire que pour l'identité des personnes, de cette durabilité du lien. Et je crois que, voilà, peut-être informer les gens au niveau des institutions, dire que le mariage peut être protecteur aussi parfois pour les personnes, c'est pas seulement un carcan. Voilà, toutes ces questions-là d'information, d'aider les gens à tenir dans le lien, d'aider les gens à discerner aussi par rapport
aux gestes qu'ils posent, moi ça me paraît très, très important. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat ce soir. Je montre à nouveau votre ouvrage, Le nouveau droit des successions, et puis bien sûr le rapport dont il a été question. Votre prochain congrès se tiendra quand et où alors? Il se tiendra au mois de septembre 2012 pour le prochain. Ce sera à Montpellier. Ce sera sur le thème de la transmission. Donc vous voyez, nous poursuivons notre réflexion autour de ce thème de ce soir. Passage de relais. Alors cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivie et merci évidemment à vous deux, à nos deux invités. Cette fois-ci, c'était bien le dernier mardi de la saison. Je tenais particulièrement à remercier les équipes techniques du Collège des Bernardins. Je pense à Achan Aberbry, à Henri de Mérindol, le réalisateur, à Mathieu Geoffroy, David Vielotte, Thibaut Hénard. C'est un peu long, mais il est important de les remercier. Un grand merci également pour l'organisation à Marie-France Guillain, Lucia Hertz, Zoé Noël, Marie Barrault et Domitil Chaudieu. Et puis enfin, une brassée de remerciements pour tous les bénévoles qui nous aident chaque mardi dans cette salle à accueillir les invités, le public. Très bel été à vous sur KTO, bien sûr. Bonsoir.